Ce thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le défini et l'indéfini en arabe. Alors le défini et l'indéfini, on en a aussi en français, et ça se présente d'une certaine manière. En français, nous avons des articles indéfinis pour indéfinir un mot, en fait, à savoir un nom, et nous avons aussi des articles pour définir. En arabe, on a cette notion euh, commune à la langue française, mais qui va se manifester et se présenter de manière différente. Et nous, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Alors, qu'est-ce que l'indéfini et le défini? En arabe, on appelle ça an-nakiratu pour l'indéfini ou al-ma'rifatu pour le défini. Alors, tout comme en français, nous avons des signes pour reconnaître l'indéfini du défini. Ce qu'on appelle an-nakiratu, qu'est-ce que c'est? Alors, an-nakira, c'est un ism ghayru mu'ayyan. C'est un nom qui ne sera pas ciblé, pas défini, pas visé. Ce qu'on peut remarquer premièrement, c'est qu'on dit que c'est un nom, parce que il n'y a que les noms qui peuvent être définis ou indéfinis. Un verbe ne peut pas être défini ou indéfini. Il n'a pas ce sens-là qui est incorporé dans sa nature, de même que la préposition. La préposition ne peut pas être définie ou indéfinie. Quand on parle de défini et d'indéfini, on cible particulièrement et essentiellement les noms. C'est donc un nom qui ne sera pas déterminé. Des exemples de ça, il y en a plein. On peut dire par exemple taliboun, un mot que vous connaissez tous, un étudiant. Ce qu'on peut remarquer dans ce mot-là, taliboun, c'est que sa terminaison, enfin sa dernière lettre porte une tanwin. La tanwin est ce que vous pouvez voir ici, à savoir une double voyelle. Ici, ce qu'on peut voir, c'est une double damma. Ça se présente comme ça, une tanwin. Soit une double damma, soit une double kasra ou une double fatha. C'est ce qu'on appelle une tanwin. La tanwin est généralement représentative de l'indéfini. Au premier abord, on pourra se suffire de la tanwin, on pourra avoir comme indice de l'indéfini d'un mot la tanwin. Si vous voyez une tanwin à la fin de ce mot, cela signifie plus ou moins qu'il est indéfini. En tout cas, on traduit ça comme ça pour les débutants. C'est pas faux, c'est même vrai, mais c'est pas le cas pour tous les mots. Certains mots peuvent porter la tanwin, mais sont définis. Nous avons aussi buyutun, buyut qui est le pluriel de beit. Et pourquoi je l'ai mis ici? Parce que même les pluriels peuvent être irréguliers. Ici, le mot buyut est le pluriel de beit. C'est un nom pluriel irrégulier et qui est indéfini. Le démontre la présence de la tanwin à la fin. Un troisième exemple de mot indéfini, nous avons taliboun, qui est un pluriel parmi les pluriels qu'il existe au mot talib, que nous avons vu au début, talib. Talib a plusieurs pluriels, je le répète souvent, il a des pluriels réguliers, il a un pluriel régulier et un pluriel irrégulier. Le pluriel irrégulier qui est le plus souvent connu par la majorité d'entre vous, à savoir tullab, mais il a aussi ce pluriel-là qui est un pluriel régulier. Je m'en sers souvent, pourquoi? Parce que c'est un mot talib que vous étudiez tous peut-être au début de la langue arabe, donc vous êtes familier avec ce mot, et je m'en sers comme exemple histoire que vous soyez pas trop confus et que vous ayez déjà le sens du mot. Taliboun, c'est le pluriel de talib, et ce pluriel-là qui est un pluriel régulier, les pluriels réguliers masculins en arabe se forment par l'ajout du waw et du noun à la fin du radical du mot. C'est-à-dire que si on prend le radical, le ta, le alif, le lam, le ba, pour former un pluriel régulier, on a juste à rajouter un waw après le ba et un noun. C'est ainsi que se forme le pluriel régulier masculin. Le pluriel régulier féminin se forme différemment. On aura, par exemple, on devra rajouter un alif et un ta ici. Talibatun. Chose à remarquer pour ce dernier exemple, c'est que il n'y a pas de présence de tanwin à la fin de taliboun. Vous ne voyez pas de double voyelle sur le noun ici. Comment donc reconnaître que c'est un indéfini? Eh bien, quand je vous ai dit que la tanwin était le signe de l'indéfini, ce n'est pas le seul. C'est pour ça qu'on dit que l'un des signes de l'indéfini, c'est tout simplement la non-présence de l'article défini en arabe. J'ai fait 2 vidéos sur le défini et l'indéfini, des courtes vidéos sur la chaîne YouTube pour les débutants. Et je vous ai appris dans ces vidéos-là le moyen le plus rudimentaire
pour définir un mot, à savoir le alif lam qu'on ajoute au début du mot, comme l'article le ou la en français. Alors, lorsque l'on veut définir un mot, déjà, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un alif et un lam au début de ce mot-là, chose qu'on va voir juste après. Et donc, l'absence du alif lam de l'article défini est une preuve que ce mot est indéfini en fait. Conclusion, l'indéfini est représenté généralement par la tanwin, ou l'absence de alif lam au début, tout simplement. Ce sur quoi on peut conclure sur l'indéfini, c'est ça en fait. Au sujet du défini, ce qu'on appelle al-ma'rifatu en arabe. Al-ma'rifa, c'est un ism muayyan. Contrairement à ce qu'on avait dans le nakira, ismun ghayr muayyan, ici c'est un ismun muayyan. C'est-à-dire qu'il est ciblé, il est visé et il est défini. Lorsque je parle de cette chose-là, je parle de cette. Si je dis al-baytu et que je montre du doigt cette maison-là, qui est au milieu de plein d'autres maisons, c'est bien évidemment que je cible cette maison et que tout ce qui va venir après est en rapport avec cette maison-là que j'ai ciblée auparavant. Le défini en arabe se présente sous plusieurs formes. Le premier, c'est tout simplement le ism qui sera sujet à l'ajout du alif lam au début, à savoir al-alif ou al-lam, ce qu'on appelle communément alif ou alif lam at-ta'rif. Alors, nous avons par exemple tabibun, qui veut dire un médecin. Pour définir ce nom-là qui est indéfini, on peut ajouter le alif lam du début, ce qui nous donnera at-tabibu. Chose à remarquer, c'est que lorsque nous ajoutons le alif lam, l'adat ou ta'rif, l'outil de l'article défini alif lam au début du mot, on supprime la tanwin qui est présente à la fin de celui-ci à l'indéfini. La tanwin ne peut pas subsister avec le alif lam ta'rif, l'article défini alif lam en arabe. Autre exemple, nous avons muslimoun qui est un pluriel régulier masculin, tout comme taliboun juste avant, qui n'a pas la présence de tanwin à la fin. Pour le définir, on ajoutera alif lam, al-muslimouna, et ça fera de ce nom-là un nom défini, les musulmans. Tandis que muslimoun, c'est des musulmans en fait. Pour l'instant, rien de bien compliqué. On va passer aux autres catégories de définis en arabe. Ces autres catégories de définis, elles sont plus ou moins les mêmes en français. Nous avons al-alamu. Al-alam, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un nom propre en français, à savoir le nom qui est propre à une personne spécifique. Lorsque je dis, par exemple, Mohammed, je cible une personne, un rajul, un homme précisément, qui est reconnu par son nom. Il existe beaucoup de personnes qui s'appellent Mohammed, donc après, à moi d'encore plus cibler de quelle personne je veux parler dans mes propos. Mais si je dis un prénom, à savoir Mohammed, Mohammed est un nom qui est défini par sa nature en tant que nom propre. Et ce genre de mots-là ne peuvent pas venir indéfinis. Un nom propre reste un nom propre et on ne peut pas le faire devenir indéfini. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ce nom propre termine par une tanwin. D'où mes propos juste avant en disant que la tanwin n'est pas le signe de l'indéfini, ou plutôt le signe absolu de l'indéfini. C'est plus un signe parmi une autre multitude de signes. Une tanwin. Donc il faudra aussi revenir sur le sens des mots. C'est-à-dire que Mohammed, c'est connu pour être un nom propre, alors que Talib, c'est pas connu pour être un nom propre. Nous avons aussi des noms propres de villes qui sont considérés comme des alam et comme des noms définis. Mekkatou, c'est un nom défini. Nuhun, Ismun, que vous connaissez tous bien évidemment, mais c'est un nom propre, qui est de sa nature définie. Autre type de nom défini en arabe, nous avons ad-dama'ir, ou alors ad-damir, le pronom. Et quand je parle de pronoms, je parle plus précisément des pronoms sous leur forme intégrale, pas sous forme contractée. Et les pronoms personnels. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antum, antunna, hum, hunna, antuma, huma. Je parle de ces pronoms-là. Ces pronoms sont de par leur nature des noms définis. Quatrième catégorie, nous avons ismul isharati, les pronoms démonstratifs. Pronoms démonstratifs qui a fait sujet d'une vidéo aussi, il me semble, sur la chaîne, où nous avons listé les différents types de pronoms démonstratifs selon le genre et le nombre.
et son utilisation. Nous avons parmi les pronoms démonstratifs هذا, هذه, تلك, ذلك, هؤلاء, أولئك. Et cinquième catégorie de noms définis, nous avons al-idafa. Idafa, une annexion. Une annexion, on en a parlé, on a fait un cours là-dessus. Je ne me rappelle plus de quel numéro c'était, mais il est disponible sur la chaîne YouTube dans la rubrique des cours de fondement de la grammaire. Et ce sera sûrement le sujet aussi d'une vidéo pour les débutants. L'annexion, elle est de plusieurs manières. Ça, on l'a vu dans le cours. Il existe l'annexion d'un nom vers un autre nom, mais aussi l'annexion d'un nom à un pronom. Et de manière générale, toute idafa est définie. Parce que l'annexion, c'est quoi? C'est le fait de joindre deux noms pour en former en quelque sorte un seul. Si je dis par exemple Kitab ou Zaydin, le livre de Zaydin, ce mot-là, Kitab ou Zaydin, enfin cette composition de deux mots, Kitab, livre, Zayd, ça forme un seul mot, le livre de Zayd. Et vous en convenez que si je dis simplement Kitab ou Zaydin, le livre de Zayd, c'est une composition de deux mots, mais qui ne suffit pas à faire une phrase en elle-même. Nous avons aussi l'annexion à un pronom, tout comme c'est le cas ici, ummi. Ummi, c'est le mot ummun, à savoir une mère, auquel nous avons collé le suffixe ana sous sa forme contractée. Ummi qui veut dire ma mère. Ça, c'est une annexion. Et par cela, un mot défini. Et pour revenir à un exemple plus simple, nous avons miftahul babi, la clé de la porte.